Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. C'est un plaisir de vous retrouver en compagnie de mes deux invités, Gérard Chaliand et Daniel Dory. Nous allons parler terrorisme, histoire du terrorisme, pensée et stratégie du terrorisme pour essayer de comprendre et de décrypter ce phénomène dont on parle beaucoup et souvent un peu trop à tort et à travers. Alors parmi les publications, je mentionne également le dernier numéro de Conflit qui vient de paraître, dont le dossier est consacré au Royaume-Uni, numéro que vous pouvez retrouver en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com. Et puis le précédent numéro de Conflit, lui aussi toujours accessible en version papier et numérique sur notre site internet, et dont le dossier était consacré à l'Italie. Et puis, sur les sujets terrorisme, parmi les cours conflits, je vous signale ce cours sur le terrorisme qui est orchestré par Daniel Dory, 5 heures de cours avec des documents, des textes, des cartes pour là aussi mieux comprendre ce phénomène. Tous les cours de conflit sont à retrouver là aussi sur notre site internet revueconflit.com dans la rubrique dédiée. Et vous avez les liens directement en bas de cette vidéo. Donc voilà de quoi vous former. Et parmi les lectures prochaines, un atlas stratégique donc de Gérard Chaliand qui paraît au mois de novembre, donc qui n'est pas encore paru au moment d'enregistrement de cette émission, mais il sera paru quand vous regarderez peut-être l'émission. Donc atlas stratégique de l'hégémonie au déclin de l'Occident. Important. Et d'ailleurs, vous avez été un des premiers à faire ces atlas stratégiques dès les années 1980. Le premier. Le premier, oui. En lançant ces collections que vous avez actualisées au fur et à mesure. Alors, je présente brièvement mes deux invités pour nos auditeurs qui ne vous auraient pas vu ou lu. Gérard Chaliand, donc géostratège, je peux dire, ou géostratégiste. On vous a reçu plusieurs fois à Conflit. Vous écrivez également régulièrement dans nos colonnes, donc je vous remercie. Et outre les atlas stratégiques que vous avez conçus, pensés et publiés, vous avez également vous avez publié une histoire du terrorisme et plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire du terrorisme, donc c'est ce dont nous allons parler dans cette émission. Et Daniel Dory, géographe, maître de conférence à l'Université de La Rochelle, ancien maître de conférence à La Rochelle, et toujours et actuel analyste du terrorisme et membre du comité scientifique de Conflit. Peut-être avant d'aborder l'histoire du terrorisme, commençons par définir le sens des mots, parce qu'ils sont importants. On emploie beaucoup le terme terrorisme ou terroriste, souvent un peu à tort et à travers. Comment est-ce que vous définiriez, Gérard Chaliand, le terrorisme, et donc ce qui rentre dans ce cadre-là et ce qui n'y rentre pas? Alors, premièrement, il faut dire que aucune définition officielle n'a été acceptée pour la bonne raison que les États détesteraient que l'on puisse inclure le terrorisme d'État. C'est important de dire ça. Deuxièmement, la meilleure définition du terrorisme a été donnée jadis par Raymond Aron, qui a dit « peut être considéré comme terroriste tout acte de violence dont la portée psychologique dépasse de beaucoup les effets proprement physiques ». On n'a jamais fait mieux. À la rigueur, on pourrait ajouter ce que les Chinois disent, mieux vaut tuer un et être vu de 1000 que de tuer 1000 et de n'être vu que d'un. Voilà, toute l'essence du terrorisme est là. C'est un phénomène psychologique et j'ajouterais très largement surestimé dans nos pays, où en définitive il est terriblement secondaire. Nos médias leur rendent les plus grands services. Ils sont des vendeurs d'anxiété. Et je vois la différence, par exemple, avec ce que j'ai pu vivre en Israël, où le phénomène est autrement sérieux parce qu'ils sont entourés d'amis. Et on en parlera tout à l'heure. Et justement, dans le fait que le terrorisme ait comme finalité de terroriser, donc de faire cette action psychologique, est-ce que ça rentre dans la guerre de l'information ou dans la guerre communicationnelle ?
Ah oui, bon, moi je suis assez d'accord sur la définition, pas tout à fait sur celle de Raymond Aron, mais sur le sens de la définition, c'est-à-dire qu'évidemment il y a une disproportion asymétrique totale entre... Alors le terrorisme est une technique, et bien sûr, on se heurte d'entrée de jeu. D'ailleurs, maintenant, on aurait pu partir de l'histoire ou bien partir de la définition, puisque les études sur le terrorisme, qui est ma spécialité et qui est une discipline qui existe, est basée sur une espèce de tripode qui est de l'histoire, de la définition et des bases de données. Or, l'histoire dépend de la définition, bien entendu, et les bases de données dépendent de la définition également. Et la définition est donc un élément clé. Alors, moi, j'ai avancé dans la solution du problème, mais je la livre au test et à la critique. Moi, je considère que l'ensemble définitionnel du terrorisme est composé de 3 pôles. Avant, je parlais de strates, mais il y a 3 pôles. Il y a un pôle polémique, qui est le fait que le terrorisme est le salaud par définition, quelqu'un d'illégitime qui s'attaque aux pauvres innocents, en fait, toute la bouillie conceptuelle de l'aspect polémique, c'est-à-dire l'ennemi absolu au sens de Schmitt. Il y a d'autre part le pôle juridique, parce qu'il faut quand même qualifier et définir le terrorisme si on veut le réprimer. Alors là, ça se gâte beaucoup, puisqu'au niveau international, comme vous venez de le dire, personne n'a envie de rentrer, parce que à peu près tout le monde est d'accord que le terrorisme, c'est pas bien. Mais quand il faut désigner le terroriste concret, là, ça commence très sérieusement à se gâter. Donc, on rentre dans le droit positif de chaque pays, de fait, et quelques accords internationaux. Et puis, il y a une strate ou un pôle scientifique. Et le pôle scientifique consiste à considérer le terrorisme comme une technique de violence qui vise à communiquer. En fait, le terrorisme tue peu, ça c'est très juste de le dire, et on ne le dira jamais assez, le terrorisme tue peu, mais impressionne beaucoup. Mais, bon, les accidents de la route, il y a une probabilité plus grande, généralement, d'être noyé dans sa baignoire que d'être tué par un terroriste. Donc, l'approche scientifique considérera le terrorisme comme une technique de communication violente. Nous sommes parfaitement d'accord là-dessus. C'est une technique de communication violente où l'effet psychologique est essentiel. Totalement. C'est de la guerre psychologique menée avec des moyens en général dérisoires. En général dérisoire, parce que contrairement à ce que l'on a très longtemps pensé, que l'on continue encore à dire, il n'y a pas du tout une montée en puissance technique des terroristes qui sont très conservateurs quand on les observe bien. Et il y a ce que j'ai appelé avec un terme un petit peu barbare, une rudimentarisation, c'est-à-dire que l'on passe vers des outils de plus en plus simples. Un exemple, c'est Nicolas, je pense qu'il s'appelle Nicolas Harpon, à la préfecture de police il y a quelques années. Il a utilisé le couteau à huître, qui est une arme parfaite. On n'est pas gêné par les vertèbres, on peut le trouver n'importe où à un prix quand même raisonnable. C'est-à-dire qu'on va vers une dissémination moléculaire de la violence faite... Le rudimentaire. Voilà, avec du rudimentaire. Moi, j'avais appelé, par exemple, le 11 septembre, le zénith du terrorisme classique. Absolument. En ce sens qu'il n'y avait eu aucune utilisation de chimiques, il n'y avait aucune utilisation de quoi que ce soit de nouveau. Au lieu de camions, on se sert d'avions. On a toujours ceux qui veulent se suicider pour être efficaces. Et quant au résultat, effectivement, il a été fabuleux. Ah oui, mais c'est une technique Lego. On récupère le détournement d'avion des années 80, les attentats suicides des années 90, exact. On met le Lego ensemble, voilà. Et ça fait, et ça surprend tout le monde parce que... Ça fait l'effet 11 septembre qui était inoubliable. On en parle encore, c'est même devenu une date, il y a un avant et un après, effectivement, et le nombre de morts, on l'a oublié. Absolument, le 11 septembre, c'est une date vraiment charnière. Oui, c'est l'entrée hollywoodienne du terrorisme. Parmi dans votre carrière ou vie, vous avez été avec le FLN, avec le Viet Minh. Est-ce que eux aussi ont utilisé le terrorisme, ou on est dans un cas particulier
dans le sens où il y avait une guerre contre la France d'un côté, contre les États-Unis, donc contre des États, et une guerre, une vraie guerre, une guerre de tranchées, une guerre de front. Écoutez, c'était connu que le terrorisme, c'est d'abord l'arme du faible. Hein. C'est-à-dire que vous démarrez avec très peu de choses. Bon, vous tuez un objectif désigné, et à partir de là, il se passe une onde de choc. Et à vous d'être capable de tirer le meilleur parti de cette onde de choc, car en somme, il s'agit de convaincre certains que vous n'êtes plus négligeable, vous existez. Et ne pas oublier que le terrorisme n'a de sens que si véritablement vous arrivez à construire une base de masse. Il vous faut le consentement d'une partie non négligeable de la population. C'est ça qui fait votre force. Et en réalité, à partir de quelque chose de dérisoire, vous finissez par avoir une puissance que l'autre, si fort soit-il, n'arrive plus en définitive, compte tenu de son absence de détermination la plupart du temps, compte tenu de la durée, l'essoufflement, le prix, le coût, n'arrive pas à maîtriser. Et en somme, avec des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout, à tenir la durée, le faible se transforme en définitive en un défi au fort que le faible est obligé de reconnaître comme j'ai perdu politiquement, je n'ai pas réussi à le vaincre, donc en définitive, c'est moi, dans cette affaire, qui suis vaincu. Voilà, c'est ça, le phénomène, il est là, si vous voulez, c'est l'essence même du phénomène. Bon, le reste, les États adorent vous accuser de terrorisme. Moi, j'aimais beaucoup M. George W. Bush, qui mettait dans les terrorismes tout le monde, tous ceux qui lui déplaisaient. Tous les alliés de ses ennemis, tout était dedans. Il manquait personne. Alors, c'est facile, mais je veux dire, qu'est-ce que ça simplifie? Qu'est-ce que ça explique? Rien. Non, c'est la strate polémique. Voilà, tout à fait. Et effectivement, bombarder les villes françaises pendant la Seconde Guerre mondiale peut être vu ou non d'ailleurs comme un acte terroriste, mais c'était bien cette idée d'impressionner l'Allemand, d'impressionner les Français. Oui, bon, écoutez, on pourrait citer Dresde, on pourrait citer Hiroshima. Je veux dire, en matière de terreur, rien ne vaut en quantité et en puissance la terreur d'État. C'est pour ça qu'ils ont horreur d'une définition qui pourrait inclure l'idée que les États terrorisent. Mais les États, bien sûr, qui terrorisent. Je dirais même que certains d'entre eux en font leur fonds de commerce numéro 1. C'est ça, tout tient sur l'idée de la terreur. C'est-à-dire on ne bouge pas parce qu'on sait qu'on va y passer. Oui, c'est d'ailleurs la limite des définitions, c'est-à-dire on inclut, dans ma démarche, l'acteur est indifférent, c'est-à-dire ça peut être un État, ça peut être un groupe, ça peut être un individu. Quiconque utilise une technique de communication violente qui vise à impacter au moyen d'un acte spectaculaire commet du terrorisme. Et dans le cas que l'on mentionne des mouvements révolutionnaires, on a le terrorisme comme possibilité ou disons comme élément d'un répertoire de la violence plus large. C'est ce qui fait que lorsque l'on parle par exemple de l'État basque comme organisation terroriste, à mes yeux ça a peu de sens. L'ETA est une organisation politico-militaire, était une organisation, heureusement, était une organisation comme l'IRA qui utilisait notamment du terrorisme. Il faisait de la guérilla, il faisait de la propagande armée, il faisait de l'eribatasuna, il faisait des tas de choses par ailleurs. Le terrorisme était utilisé dans des lieux et des moments donnés, et là le géographe ça l'intéresse, et il était utilisé, mais parmi d'autres répertoires. Quand on fait une explosion contre une caserne de la Guardia Civile, à mes yeux, c'est moins du terrorisme que contre l'Hipercor, qui est un supermarché à Barcelone. Donc ça dépend aussi de la victime. Donc la définition, et ça j'introduis cette idée-là pour la discuter. Oui, pour prendre, pardon, excusez-moi de vous interrompre, pour prendre un exemple qui nous est très familier, ce qu'on appelle en France la résistance, c'était pour les Allemands du terrorisme. Mais bien entendu. Bon, et il s'agissait enfin de quoi? Il s'agissait
de combattre un adversaire avec toutes les armes possibles. Le sabotage, l'exécution, la traque, etc., etc. Bon, voilà. Et avec un soutien non négligeable de la population. Oui. Voilà. Bon, alors, je veux dire qu'il faut enlever, si vous voulez, tous les anathèmes qui traînent autour du terme terroriste. Bon. Le nombre d'ex-terroristes qui sont devenus chefs d'État en est la preuve. Complètement. Voilà. On devient quelqu'un de très très bien. Le terroriste qui gagne finit par être quelqu'un de sympathique. Donc ça, c'est une règle. Et justement pour la définition, parce qu'on revient à ça, en fait, décontaminer la définition de la strate polémique. Parce que ça nous stérilise complètement. Il est évident que le terroriste, dans cette strate-là, est celui qui pratique des actes extrêmement violents contre nous. Donc il est méchant. S'il le pratique contre nos ennemis, c'est plutôt gentil. Mais le moyen de sortir, à mes yeux, mais je le soumets à la discussion, le moyen de sortir est de s'intéresser pas du tout à la cause, puisque la cause est indifférente à mes yeux. Je n'arrête pas de le répéter, que ce soit religieux, que ce soit pas religieux. Enfin, les vagues de Rapoport dont on parlera peut-être après, c'est un parasite conceptuel pour réfléchir sur la définition, pas pour réfléchir sur l'histoire. Hein. Et si on regarde les victimes, l'identité des victimes, lorsque l'on a une victime personnelle, un président, un roi, etc., on a un assassinat politique. C'est très très clair, c'est hors dehors de notre champ. Lorsque l'on a des militaires, des policiers, on a affaire à de la guérilla. Et on y inclut des... Alors, la particularité de la victime du terrorisme, c'est-à-dire qu'il a une identité que j'appelle vectorielle. C'est-à-dire qu'il sert à transmettre un message. Oui. Sa victimation, sa souffrance est le porteur, le vecteur du message qui est en direction non pas du tout de celui qui est victimé, mais de l'ensemble des audiences auxquelles le groupe ou l'individu terroriste... D'où l'aspect psychologique. Absolument. C'est là... voilà. Et dès qu'on prend les identités, on a avancé vers la solution, à mes yeux. Oui, enfin, si vous voulez, nous, en tant qu'observateurs, et même, comment dirais-je, techniciens de la chose, on n'a absolument pas à s'intéresser aux adjectifs. Absolument. Bon, il faut laisser ça de côté, ça pour la propagande. Je comprends très bien que les États s'en servent. Il s'agit en quelque sorte de diaboliser l'adversaire. Bon, très bien, chacun son travail. Moi, je ne veux pas participer de cette, comment dirais-je, de cette simplification extrême qui, de toute façon, n'explique rien. Voilà. On s'en tient donc aux faits, à la technique elle-même, à quoi ça sert, à partir de quoi, est-ce que ça va donner des résultats ou pas, parce qu'il y a des terrorismes absurdes. Ah oui, ça existe aussi. C'est-à-dire le fait d'être terroriste n'est pas suffisant pour avoir une cause intéressante ou une cause qui va, comment dirais-je, entraîner du monde, parce qu'en fin de compte, il s'agit tout de même d'entraîner des gens. Oui, oui, oui. Voilà. La guérilla n'avait pas d'autre sens non plus. Et les deux, d'ailleurs, sont très, très, très étroitement mêlés. Absolument. Bon, voilà. Parfois dans des séquences temporelles. On Tout commence à fait, par tout là. à fait. Oui. Moi, je suis, si vous voulez, spécialiste de ça. C'est-à-dire Voilà. ce que j'ai vécu dans ma vie, à gauche et à droite, sur divers terrains. C'est un mélange de guérilla et d'utilisation de terroristes pour arriver à renverser une situation où le faible doit transformer avec le temps sa faiblesse en force. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors là-dedans, nos médias ne nous rendent pas service. Ça, il faut franchement le dire. Si nous étions des États plus menacés, comme par exemple Israël l'a été, nous prendrions d'autres mesures que de laisser les gens vraiment, véritablement vivre de l'anxiété du public. C'est une occasion merveilleuse. Je sais que ça rapporte un audimat. Bon. Oui. Mais si vous voulez, vous rendez véritablement service. Vous seriez payé pour rendre service à l'adversaire. Vous ne feriez pas mieux. Exactement. Alors, Et en plus, ils sont économiques. Ils le font pour pas cher.
Tout à fait, tout à fait. Vous êtes certain de la répercussion qui va multiplier par 10 et parfois par 100 quelque chose de relativement dérisoire. Bon, alors ça, cette force-là, si vous voulez, l'État, il doit devoir la contrôler si on passe à un stade sérieux. Bon, chez les Israéliens, par exemple, je me souviens, j'ai connu plusieurs de leurs spécialistes du Mossad, etc., qui disaient, bon, nous, quand il se passe un incident à caractère terroriste, nous le signalons, c'est-à-dire nous informons. Bon, disons sur la route de tel à tel endroit, il y a eu l'attentat à un autobus et il y a eu 14 morts et X blessés. Point final. Nous n'allons pas commencer comme vous à raconter la chose 7 fois de suite, ensuite inviter les familles, les mères éplorées, les fiancés perdus, les oncles désolés, etc. C'est-à-dire véritablement rendre le service que l'autre n'a pas, en quelque sorte, réussi à créer tout de lui-même. Bon, alors ça c'est très important. C'est tant qu'on n'aura pas, en quelque sorte, abordé ce sujet, si on passait aux choses sérieuses, bon, finalement, nous serons partie intégrante de la technique elle-même. Absolument. C'est très important de le dire. Mais on vient de publier avec Jean-Baptiste un livre qui s'appelle « Le complexe terroriste » qui se réfère exactement à ça. C'est-à-dire, le terrorisme, ce n'est pas l'acte, c'est les commanditaires, c'est le service après-vente. L'impact. L'impact, c'est l'impact médiatique, c'est les décisions stratégiques, c'est les rétroactions, parce que les impacts produisent des effets de boucle sur les commanditaires. C'est un vrai complexe, et le moment de l'attentat est tout petit par rapport à tout le reste. Donc là, on est totalement d'accord. Alors une chose, pour complexifier peut-être un peu, mais où est-ce que vous placez la dimension idéologique ? Puisqu'on parle de terrorisme islamiste, de terrorisme d'extrême gauche, on a connu les Brigades Rouges, on a connu le Sentier Lumineux. Donc est-ce que la question idéologique, elle est première, secondaire, essentielle, non essentielle ? Enfin, où est-ce que vous la placez dans le sujet terroriste ? Vous avez fait un travail extrêmement intéressant à cet égard, en montrant qu'il y a diverses, non pas formes, mais diverses idéologies qui se partagent ce type de technique, et que il faut, si on fait une analyse sérieuse, dire voilà, celui-ci, du point de vue idéologique, il se situe là, son arme c'est ceci, etc. Il y en a d'autres où le nationalisme a beaucoup compté. Bon, il s'agit de l'examiner également. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il s'agit d'une classification. Voilà. C'est ce que vous avez fait. Oui. Voilà. En considérant l'idéologie comme un phénomène totalement secondaire. Ce qui nous importe, c'est qui utilise la technique, quand et où. Voilà. Et pourquoi et avec quel résultat. Tout à fait. Que ce soit en faveur de Vishnu, de Jésus, de Allah ou de la crémière du coin, pour nous, techniciens, ce qui nous intéresse, c'est l'acte et le complexe terroriste qui va avec. Alors évidemment, quand c'est du nationaliste, le complexe terroriste est différent que quand il est religieux, ça va de soi, donc on en tient compte parce qu'on fait de la géopolitique, mais le facteur idéologique est une variable totalement et dépendante. Tout ça examiné calmement, voilà. Sans anathème. Absolument. Voilà, pour situer en quelque sorte le phénomène. Alors, on a eu là en France récemment les jugements des attentats de Nice d'une part et de 2015 d'autre part, et on a beaucoup entendu dire que ça avait été commis alors au nom d'Allah, au nom de l'islam, au nom de l'islamisme. Comment vous analysez ça justement par rapport à ces sujets-là ? Est-ce que c'est un discours médiatique qui vous paraît erroné, ou au contraire est-ce que ça se justifie pour ces actes terroristes qui ont été conduits ? Qu'en pensez-vous ? Moi, je suis assez réticent à considérer que la cause idéologique est déterminante. On a visiblement un conflit, on n'a pas affaire à de la politique religieuse, on a affaire à de l'ethnopolitique. L'islam est utile parce qu'il sert à cimenter un ensemble de populations qui sont en accroissement démographique spectaculaire en France.
en France, en Europe, ailleurs, et c'est un ciment idéologique. Ça n'explique pas pourquoi une frange utilise la technique terroriste. Le recours à la technique terroriste est dans ce mouvement général qui est de nature insurrectionnelle, potentiellement insurrectionnelle, est une des techniques possibles, comme il y a des variations, presque en biologie, des variations de techniques. Pour la plupart, c'est simplement une résistance passive ou une exhibition de signes ostentatoires, ou bien une démographie de combat. C'est-à-dire, on a un phénomène assez similaire à ce que l'on a en Palestine, une démographie de combat, c'est-à-dire des forts taux de natalité, encouragés d'ailleurs par le système d'aide sociale. Et donc, une certaine partie de cette logique conquérante utilise le terrorisme, avec des résultats très mitigés. Mais ça n'explique, disons, le facteur idéologique, à mes yeux, n'explique ni l'islam, ni le terrorisme. Bon, nous sommes d'accord. Alors, vous avez soulevé deux problèmes. D'une part, la démographie, oui. Je vais en parler, et d'autre part, disons, ce qui, en quelque sorte, vous fait vous engager. Alors, pour ce qui est de la démographie, par exemple, dans l'exemple israélien, je me souviens très bien d'avoir rencontré le directeur du Mossad à sa demande. En 1969, j'avais passé plus de 6 mois avec les Palestiniens, toutes tendances confondues, les groupes. Et sa question, dans ce bistrot où on se retrouvait, a été « Et alors, qu'est-ce qu'il dit Arafat ?» Et je lui ai dit, Arafat, il dit « Le temps travaille pour nous ». Et il m'avait regardé, et m'avait dit, il avait 40 ans de plus, hein, la prochaine fois que tu le vois, dis-lui que le temps travaille pour ceux qui travaillent pour lui. Or, je regarde aujourd'hui, je m'aperçois qu'en matière de supériorité démographique, dans les territoires occupés, c'est pas le cas. C'est-à-dire que l'extrémisme religieux juif, sioniste, a produit une catégorie particulière... Très féconde. Extrêmement féconde, c'est-à-dire des femmes qui produisent 6 gosses. Minimum. C'est-à-dire, oui, 6 gosses minimum, enfin entre 6 et 8, enfin en tout cas 6 sûrs, par rapport aux 3,5 grand maximum du côté palestinien. Bon, donc ça c'est très important, c'est-à-dire que ce déséquilibre qui devait venir de lui-même n'est pas arrivé. Bon, ça c'est une chose, c'est intéressant de le savoir. Oui. Deuxièmement, il y a le fait que l'islamisme ne se promène pas comme ça tout seul, il prend appui sur ceci ou cela. Par exemple, pour nous, puisqu'on parle de l'Europe, il est extrêmement important de mesurer l'importance de l'impact du trafic de la drogue. Il y a là un terreau fantastique de déséquilibre politique dont l'islam se sert comme il peut. C'est pas que ce soit vraiment des croyants éperdus, hein, moins encore des mystiques, mais enfin, ils mettent l'islam dedans. C'est-à-dire que ça cimente davantage le groupe. Et là, on est véritablement avec le danger parce que, bon, on voit très bien, par exemple, qu'à Marseille-Nord, on se flingue. Oui. On se flingue. Dans la zone Roubaix, Tourcoing, etc., qui dirige ? C'est-à-dire que des zones de non-droit se sont multipliées, à l'intérieur desquelles se glisse le caractère terroriste enrobé d'islam, qui n'est pas un mouvement, comment dirais-je, spirituel, mais qui, en tant qu'idéologie mobilisatrice, joue son rôle. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut, en quelque sorte, prendre conscience de l'importance de cela dans le « eux et nous » que certains ont voulu créer et que, à contrario, le phénomène Zemmour
fait exister. Vous voyez? Bon, alors tout ça, ça dépend de quoi on parle. Pour moi, l'acte terroriste en soi, franchement, négligeable. Au total, qu'est-ce qu'ils ont tué? Rien par rapport à n'importe quoi d'autre. Oui, oui, absolument. Rien. C'est-à-dire que physiquement, c'est nul. Bon, militairement, c'est sous-nul. Donc le phénomène, il faut le médiatiquement, voir. c'est spectaculaire. Voilà, il faut le chercher ailleurs. Et c'est là où il faut le travailler. Et c'est là où nous, dans nos médias, nous travaillons pour eux. Bon, ben voilà. Alors, tant qu'on n'aura pas carrément dit la chose en disant, chers camarades, vous qui faites du 24 heures sur 24, et je veux nommer personne, vous rendez service à l'adversaire, et alors les autres, ils vont dire, oh, mais on ne peut plus librement informer. Tu parles, tu n'informes pas, tu bourres le mou, c'est tout. Mais absolument. Bon, alors, il faut prendre le phénomène au sérieux. Tout à fait, tout à fait. Non, je suis totalement d'accord, sauf sur un point. Mais c'est un point de détail, mais qui est, à mon avis, important, c'est quand vous parlez des espaces de non-droit. Moi, j'utilise jamais ça parce que, en fait, ce ne sont pas des espaces de non-droit. Ce sont simplement des espaces avec un droit différent à celui de la République. Mais ils sont ils sont beaucoup plus strictement encadrés que par la gendarmerie. Les filles sont voilées, oui ou oui. La nourriture est halal, oui ou oui. Donc, c'est un droit extrêmement contraignant. Rigide. Donc, quand on dit l'espace de non-droit, ça évoque une sorte d'anarchie douce et joyeuse. Non, ce sont des espaces dans lesquels on règle les problèmes à la Kalachnikov, ce qui est un argument très très convaincant, comme dans la banlieue nord. Oui. Mais c'est le non-droit de la République. Voilà. Mais effectivement, c'est fondé sur une discipline extrêmement stricte. Absolument. Beaucoup plus stricte que la République. Qui est l'expression même de la force du groupe. Exactement. Voilà, nous sommes d'accord. Alors sur la manière de combattre le terrorisme, l'expression qui est employée, je ne la fais pas mienne, mais enfin en tout cas, la France a mené là aussi, d'après ses propres dires, une guerre contre le terrorisme. Est-ce que ça vous paraît juste? Et l'opération Barkhane qui a été lancée avec, alors ne rigolez pas tout de suite, mais avec le but de combattre justement le terrorisme, comment vous le jugez dans ses résultats, dans son efficacité, et également dans la méthode employée? Est-ce que c'était la bonne manière de régler ces problèmes? Bon, premièrement, on n'a pas combattu le terrorisme au Sahel. Ça, il faut le dire, on n'a pas combattu le terrorisme au Sahel. Au Sahel, il se passe un véritable mouvement politique qui n'est pas pro-français du tout. C'est-à-dire que nous payons une politique sur un demi-siècle néocolonial. On reproche à ces régimes d'être corrompus, mais on les a corrompus. Voilà. Enfin, de quoi on parle, où on parle véritablement en disant, bon, voilà les faits. Bon, maintenant, c'est à vous de juger ce que vous en pensez. Mais les faits, c'est, nous avons, en quelque sorte, opéré une opération de type néocolonial sur l'ensemble des ex-colonies françaises. Bien plus que les Britanniques, soit dit par parenthèse, si vous vous intéressez à des comparaisons entre puissances coloniales. Ensuite, la corruption que nous dénonçons, nous l'avons nous-mêmes placée là parce qu'elle nous était fort utile, et qu'en quelque sorte, s'il y a une réaction, je ne dis pas qu'elle est vertueuse, non, mais enfin, il y a une réaction. Et on se sert effectivement du caractère conflictuel à notre égard. Bon, tout type qui s'intéresse un peu au terrain, est obligé de reconnaître que nous ne sommes pas populaires. Voilà, nous ne sommes pas populaires. Et le mouvement s'est renforcé avec le temps. Après un petit moment sympathique, au moment où monsieur le président de la République s'y est rendu
il y a de ça une dizaine d'années, bon, il a été très joliment accueilli. Ceci dit, c'était quand même la conséquence d'une autre erreur, celle de se débarrasser de Kadhafi alors qu'il était question de défendre Benghazi. C'est-à-dire que dans toute cette affaire, si vous voulez, nous ne sommes pas, la main sur le cœur, les plus chouettes, les plus beaux, etc. C'est ça qu'il faut aussi examiner. Dans cette affaire, nous ne représentons pas le bon droit, la justice, etc., etc. Bon, les Américains ont commis des crimes, nous avons nous aussi participé de ceci et de cela, et les fruits, bon, parfois amers, qui naissent de certaines attitudes, bon, ben ça voilà. Alors, on a bien fait de dégager avant de s'enliser. Voilà, on peut dire, on a bien fait de dégager avant de s'enliser. Ceci dit, c'était pas un mouvement terroriste au sens où ces types s'amusaient à lancer des bombes histoire de nous embêter. Non, c'est pas ça. Voilà, alors, ou bien on fait une analyse politique, ou alors on a des jugements moralistes. Voilà. C'est le pire, les jugements moralistes, parce qu'ils stérilisent absolument le raisonnement et l'action. Tout à fait. Et pour répondre un peu à la question, parce que je ne sais pas combien de temps nous avons après, parce que je voudrais qu'on parle... Encore quelques minutes. Voilà, je voudrais qu'on parle de l'histoire du terrorisme aussi. On ne combat pas une technique, c'est-à-dire on ne combat pas le terrorisme, on doit combattre ceux qui s'en servent et essayer de savoir pourquoi ils s'en servent. Or, il se fait que l'expertise en matière d'analyse de la situation au Sahel, et en particulier du djihadisme au Sahel, et de l'ethnopolitique, parce que c'est un problème d'une complexité extrême, seulement sur le cas que je connais quand même un petit peu, qui est celui du Burkina, on n'a pas affaire à un djihad. On a affaire à des djihad moléculaires de villages dans lesquels on est en relation avec la frontière, avec de l'orpaillage, avec des parcs naturels, avec des trafics très anciens, avec des trafics récents, avec des mines canadiennes. C'est d'une complexité extrême et on ne rentre pas avec un rouleau compresseur là-dessus. Et comme ça a été tenté au Mali, avec une partition de fait entre l'ère Touareg et qui est une erreur grossière, parce que si on prend des décisions à la place, dans ce cas-ci des Maliens, il faut l'assurer avec une présence militaire inoxydable, ce qui n'était pas le cas. Donc ça ne résolvait pas le problème sécuritaire et ça introduisait un problème territorial en plus. C'est-à-dire exactement, presque pour les manuels, ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, je pense que dans ce numéro-là, il y a une analyse sur un récent document de la Fondation tout à fait. pour l'analyse stratégique, dans lequel j'explique un petit peu un certain nombre de ces choses-là en relation justement avec l'expertise. Parce que on a toute l'impression que l'expertise d'État est commandée par les serviteurs de l'État, qui eux-mêmes disent ce que les commanditaires attendent, bien sûr. Si on leur paye, ils disent Et le résultat, c'est une auto-intoxication qui fait que des phénomènes comme ceux qui sont en train de se passer en cet instant au Burkina, c'est-à-dire avec une situation qui met en cause la présence française, mais au niveau de l'ambassade. C'est pas la présence française... La présence française institutionnelle apparaît comme une surprise auprès d'un certain nombre de... Compte tenu du temps qui nous est imparti, passons à l'histoire. Et ben voilà, c'était une très bonne transition vers la dernière partie de notre émission. Sur l'histoire justement du terrorisme... Alors dans les manuels, on parle souvent des assassins ou des choses comme ça. Comment vous analysez justement ces sujets-là et cette question du rapport à l'histoire ? Voilà, alors il y a... c'est pourquoi je suis très content d'avoir Gérard Chaliand en face de moi, parce que c'est une lecture... Son histoire du terrorisme est une lecture obligatoire pour tous ceux qui se lancent dans la discipline, ça c'est clair. Et c'est un moment important, c'est-à-dire au-delà de savoir quand ça commence. Pour moi, je le dis très vite, mais c'est peu important parce qu'il nous faudrait un autre programme d'ailleurs de débat pour rentrer. Le terrorisme est à la fin du 19e siècle quelque chose qui surgit à un moment donné. Pour moi, je le prends, mais là je suis pas accroché, mais je prends l'attentat du théâtre du Lycéo, dans lequel on a le premier acte de ciblage de victimes
ce que je disais vectoriel, ce n'est pas des assassinats politiques, et après on aura Henri avec le café Terminus, etc. Mais ce qui est important de savoir, c'est que à un certain moment, pendant très longtemps, nous n'avions pas d'histoire du terrorisme. Il y avait celle de Gaucher des années 60, et il n'y en avait pas. Laqueur fait quelque chose en 77, si je me souviens bien, qui n'est pas formidable, mais qui existe. Et puis son reader, qui est repris en partie dans le vôtre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu le contexte, l'histoire dans laquelle vous êtes lancé dans cette entreprise, qui est, bon, d'une part monumentale, parce que ce livre est une arme déjà en tant que tel, et mais en plus, c'est resté, ça a été actualisé, mais ça demeure l'une des références de base. D'où est-ce que c'est parti ? C'est parti de l'importance de l'histoire à mes yeux, si vous voulez. C'est-à-dire que pas d'analyse du présent sans avoir un antécédent qui permet de dire, voilà, le phénomène apparaît à ce moment-là. Il a quelques rapports avec l'assassinat politique jadis, mais en fin de compte, à cette fin du 19e siècle, il se passe quelque chose. Les anarchistes, par exemple, vont jouer un rôle fantastique, etc. Et à partir de là, si vous voulez, cette histoire est essentiel pour réussir à comprendre tout ce qui vient se greffer dessus, parce que la technique paye. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Alors je vous rends la parole. Non, et vous aviez peu de sources au moment où vous vous êtes lancé là-dedans. Les sources existent si on se fatigue à les chercher. Vous voyez, on a passé beaucoup de temps pour relire, pour se mettre dans, comment dirais-je, au niveau de l'époque, comment ça a été ressenti, etc., etc. Pourquoi les gens ne comprenaient pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans, etc. Bon, ça, moi je trouve ça très intéressant. Bon, il faut avoir un peu de temps. Oui. Voilà. Pour moi, le temps long, c'est important, si vous voulez. Ça explique bien des choses. Voilà. Oui, parce que moi, je suis assez impressionné quand on regarde, parce que pour préparer cette émission, j'ai relu quelques parties du livre, mais avec toute la connaissance de l'historiographie entre-temps. Oui. Entre-temps, on a approfondi beaucoup les anarchistes, on a le Merryman sur Henri, etc. Enfin, on a une connaissance. Et curieusement, ce que vous dites n'a pas vieilli. C'est-à-dire, ça continue à tenir la route, même si ça ne peut pas prendre en compte. Donc, est-ce que vous avez beaucoup utilisé les travaux de Laqueur et de Rapoport, par exemple? Oui, bien sûr. Oui, j'ai lu tous les anglo-saxons. Voilà. Laqueur, je l'ai connu personnellement. C'est un personnage aigu, c'est-à-dire c'était un juif qui était dedans dehors. C'est ça. Vous voyez, et ça rend aigu. Voilà, encore une chose que les gens saisissent mal. Les minoritaires ont beaucoup fait. Oui. Laqueur, Rapoport, c'est la même ethnie, le même intérêt. Bruce Hoffman dans la génération suivante. Exact. C'est assez impressionnant. Alors, il y a bien sûr un intérêt à contrôler le discours en relation avec les affaires israéliennes, mais en même temps, ça débouche sur des travaux scientifiques de qualité. Tout à fait. Donc, il y a, parce que l'histoire du terrorisme est en train de devenir une espèce de sous-discipline dans les études pour le terrorisme, chose que je suis chaudement en train de... Oui, il faut encourager. Il faut encourager. Très bien. On a besoin de ce trépied, bien définir ce qu'on disait au départ, bien définir, bien en faire l'histoire et bien avoir des bases de données. On commence à travailler maintenant sur des bases de données qui tiennent à peu près la route. En tout cas, on a fait avec mon collègue Hervé Théry, on a publié dans Conflit... plusieurs fois dans Conflit et dans Sécurité globale, des travaux basés sur la Global Terrorism Database, dans laquelle on a réussi à séparer les actes vraiment terroristes, que l'on met plutôt les civils et autres, des actes de guérilla qui sont les
Ah oui, là... Voilà. Donc là, il y a notamment cette fameuse carte sur les attentats de 2015. Voilà, par exemple. Où l'on voit que les lieux ne sont pas du tout choisis par hasard, et ce sont les arrondissements parisiens qui ont le plus voté pour François Hollande. Voilà, c'est une confirmation de quelque chose qu'on savait déjà, à savoir que voter à gauche n'est pas bon pour la santé, et d'autre part permet de se figurer clairement comment c'est au bord des arrondissements dans lequel le vote Hollande, puisque c'était celui-là que nous avons pris, le vote Hollande était très très fortement représenté, que les attentats ont lieu. Mais c'est sur la marge entre le centre de Paris, vrai, et c'est très curieux. Personne n'avait fait ce rapport. Oui, ce rapport, et ça donne un résultat analytique intéressant. Et faut pas oublier non plus de démystifier ce que raconte l'État, de démystifier ce que racontent les médias, c'est-à-dire que si on veut une approche un peu sérieuse, il faut quand même lutter contre nos propres excès. Oui. C'est très important. Il ne faut pas s'en nourrir. Voilà. Oui. Et rester en contact permanent avec les faits. Ah bah le terrain, pour moi, a été remplaçable. C'est ce que j'appelle le savoir de la peau. Ouais. Merci. Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour ces échanges et cette discussion. Ah ben j'étais ravi. Et ça apportera aussi beaucoup à nos auditeurs, pardon pour cette voix un peu cassée, et donc Conflit également à retrouver en kiosque sur notre site internet revueconflit.com, notre numéro actuel Royaume-Uni, nos anciens numéros, tous nos anciens numéros sont aussi, vous pouvez également les retrouver en kiosque, et puis pour ceux qui n'ont pas de kiosque à proximité, sur les sites de la Fnac, d'Amazon et autres, vous pouvez également les acheter, et ça vous est livré en temps rapide directement à votre domicile. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.